Enchaîner avec la présentation du livre de Jean-Pierre Montaigne, donc Les magiciens du crépuscule. Je vais juste demander par avance pardon à tous ceux qui vont sortir de cette salle en étant très fâchés après moi et avec moi. Après les moments que nous avons eus de joie et de rêve dans tout ce qui a été dit, je vais vous parler un petit peu du livre que je viens d'écrire. Et par rapport à la conférence que j'ai faite hier matin, je vais prendre une forme beaucoup plus intimiste, si vous voulez, un peu moins formelle, pour vous parler de la démarche qui m'a guidé. D'abord, je voulais vous dire qu'il y a 60 ans cette année, il y aura 60 ans plus exactement au mois d'octobre, que Louis Pauwels et Jacques Berger sortaient un livre qui a été un moment extraordinaire dans l'histoire dans beaucoup d'histoires beaucoup d'histoires du XXe siècle. Ce livre, vous l'avez tous en tête, évidemment, c'était le Matin des magiciens. Et je vous redis ce que je disais hier matin dans la conférence, si vous aviez un peu de temps et que vous deviez relire le Matin des magiciens, mais que vous ne puissiez pas lire le livre complètement, relisez au moins la préface. Et vous verrez à quel point Berger et Pauwels, qui ont été extraordinairement critiqués à leur époque, mais aussi adulés, il faut le dire, à quel point ils étaient prophétiques et à quel point ils avaient pressenti que certaines choses allaient arriver. Ou en tout cas se mettaient en route. Compte tenu de mon grand âge, j'ai eu le privilège de les connaître par la suite, de devenir ami avec Louis Pauwels, que j'ai assez bien connu, Jacques Berger aussi, mais un peu moins, et de les interroger en tête à tête, au cours de repas et de choses comme ça, sur qu'est-ce qu'ils avaient voulu dire exactement. Il est vrai que quand nous avons le privilège, comme Jean-Yves ou moi, d'être des gens d'un certain âge, il ne faut pas s'étonner que nous ayons connu un certain nombre de personnalités. C'est tout simplement normal, c'est pas plus simple que ça. Il y a d'autres personnes à la salle aussi qui ont fréquenté des gens tout à fait importants dans ces domaines, donc n'imaginez pas là encore que c'est le privilège qu'on a voulu, en allant frapper à leur porte, des fois les tirer par la manche en leur disant « parlez-moi ». Voilà. Donc j'ai un peu connu Louis Pauwels tout simplement de la manière que Berger l'avait connu, puisque c'est René Allot qui nous a présenté. René Allot qu'on ne présente pas comme grand historien des sociétés secrètes, qui s'est essayé à pas mal de choses, notamment à la chimie, et qui connaissait bien ces domaines-là, qui avait mis Berger et Pauwels en communication et qui par la suite, nombreuses années après, a fait que j'ai eu la possibilité de le connaître. Et comment j'avais connu René Allot? Tout simplement parce que c'était mon ami Gérard de Sède, dont j'ai été l'ami pendant des années, et même l'éditeur, qui m'avait présenté à René Allot. Vous voyez, c'est une simplicité, c'est un jeu de domino, c'est extrêmement simple comme affaire. Alors, c'est pas pour vous parler de ça, c'est pour vous dire que je sais maintenant que le but que poursuivaient Berger et Pauwels était un but qui n'a pas du tout été compris à l'époque et qui aujourd'hui saute à la figure, mais on commence à le rendre hommage parce qu'il y a des travaux universitaires qui viennent de sortir depuis 3-4 ans maintenant sur la question et qui consacrent exactement ce que je veux vous dire, donc je n'invente rien. Le but caché, enfin pas caché, mais le but souterrain qu'ils poursuivaient, c'était d'essayer à un moment donné de faire se réconcilier les données de la tradition ancienne, cette fameuse tradition primordiale dont je vous ai parlé hier, dont a reparlé Jean-Yves à un certain moment, dont tous les conférenciers ont plus ou moins parlé, ou en tout cas qui soutenaient une partie de leur propos, c'était de faire en sorte que se réconcilie, que cette tradition ancienne, toutes les données anciennes remontant à la nuit des temps, on est remonté jusqu'au Sumérien tout à l'heure, c'est vous dire, il est difficile de remonter plus haut, puissent, ces données qui étaient de l'ordre du spontané, de l'ordre de la révélation, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de choses qui étaient difficiles à reproduire, donc difficiles à démontrer, d'autant que, nous en dirons quelques mots dans un instant, il n'était pas question de faire d'expérimentation jusqu'à ce que arrive l'époque de la science moderne que l'on situe à peu près au temps de Descartes et de Newton, je vous expliquerai comment ça a marché. Il n'était pas question donc que l'on expérimente, l'expérimentation était quelque chose qui était tout à fait banni, sauf dans des sphères extrêmement marginales où on laissait sa vie. Et donc, réconcilier toutes ces données de la tradition
avec la science de pointe la plus moderne. Et aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, vraiment à l'instant où nous parlons, nous voyons des signes depuis 2 ans, 3 ans maximum de connexion, de confirmation, qui sont loin d'être générales, perçues par tout le monde et acceptées par tout le monde, de mise en cohérence de 2 domaines, 2 vastes domaines qui apparemment n'avaient rien pour s'entendre. Ils n'avaient rien pour s'entendre essentiellement pour des questions de méthode et non pas des questions de contenu. C'est la très grande erreur que l'on commet souvent quand on s'amuse à faire de l'histoire des sciences, etc. Et ça, je suis en mesure d'argumenter sur la question. Donc, il y avait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose qui rappelle le souvenir de ce livre, puis tous ces personnages extraordinaires que furent Berger-Powell, mais ça n'a pas été l'idée directrice de ce livre. Ce qui a été l'idée directrice de ce livre, c'est venu par petites couches, progressivement. Je ne peux pas dire que ça, un matin, je me suis levé en me disant tu vas écrire ça. C'est venu de 3 questions. Alors aujourd'hui, c'est facile de le dire comme ça, c'est très structuré mon discours. C'était pas si simple dans la réalité. Il y a quelques années que je suis hanté par 3 types de questions qui, comme disaient les jeunes aujourd'hui, me gonflent grave. Alors, vraiment, ces questions, c'est les suivantes. D'abord, c'est la problématique d'un hypothétique soi-disant complot mondial. Est-ce que oui ou non ce complot mondial existe, programmé à l'échelle de la planète, par qui et comment il marche, etc. Ça, c'était une première question, mais je ne l'ai pas traitée chronologiquement. Elles sont arrivées toutes ensemble. La deuxième, c'est que, vous l'avez compris hier matin, je m'intéresse depuis très longtemps, plus de 50 ans, au mécanisme des sociétés secrètes, à la pensée souterraine, à la pensée derrière la pensée. Et lorsqu'on parle de complot mondial, immédiatement, dans 90% des cas, la première chose qui vient, d'ailleurs j'arrive à très bien expliquer dans son intervention, qui c'est qui a bon dos, ce sont ceux qui apparaissent en premier, c'est-à-dire les francs-maçons. Alors, le grand public, pour lui, c'est les francs-maçons, c'est la bête noire. Les plus élaborés, ils vont nous sortir les Illuminati, ça va être un peu les Rose-Croix. Si on veut faire savoir, on ne parle des Illuminés de Bavière, sans jamais avoir lu une ligne des Illuminés de Bavière, etc. Et on propulse une quantité d'idées et de soi-disant vérités qui ne sont jamais vérifiées. Là, vous avez un ancien grand journaliste et là, un ancien journaliste un peu plus modeste, mais je veux dire, nous savons ce que c'est que regrouper des sources. C'est sacré, c'est la base du métier. Regrouper plusieurs fois, si possible, un petit morceau. Donc, personne, en gros, ne regroupe. Et comme aujourd'hui, avec le monde de facilité dans lequel nous sommes, tout le monde a accès à l'information, les gens n'ont pas pour autant les filtres nécessaires pour comprendre et interpréter l'information. Ça veut pas dire que les gens sont idiots, ça n'a rien à voir avec les personnes. Ça simplement qu'il y a des gens qui sont médecins, il y a des gens qui sont mécaniciens, il y a des entrepreneurs de bâtiments publics, il y a des bouchers, chacun son métier, et chacun a un formatage particulier et entraîné et dispose d'outils spécifiques d'investigation ou de réalisation de son métier et fait comme il peut avec ce qu'il a, du mieux qu'il peut. Et il arrive que des gens qui ont de très bons outils fassent de très belles bêtises. Donc il y a de très mauvais journalistes, il y a de très mauvais chirurgiens, il y a quand même de très mauvais boulangers, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Donc la deuxième question, c'était de me dire, mais est-ce que ces sociétés secrètes, cette nébuleuse considérable, parce qu'on en cite quelques-unes, mais il y a des milliers, on commence maintenant, on n'a pas fini après-demain, en les égrenant comme des litanies. Est-ce qu'elles sont pour quelque chose dans l'hypothèse d'un complot mondial? Et si elles sont pour quelque chose, est-ce qu'on peut évaluer et mesurer leur impact? Donc vous imaginez si c'est compliqué déjà comme type de question. Bon. Troisième question, il n'a échappé à personne ici que depuis des années, nous nous sentons, tout le monde se sent dans quelque chose qu'on formule comme étant la fin d'un cycle, hein, la fin de quelque chose qui semble terminer. Ça ne veut pas dire forcément la fin du monde. Ça veut dire quelque chose qui se termine. Voilà, mon histoire de serpent d'Irmaten, vous vous rappelez, hein, qui se boucle là, voilà. Donc, en posant ces trois éléments, en faisant une espèce de triangle, c'est pour faire appeler ça à Jean-Pierre, en faisant un triangle comme ça,
je me suis dit, comment tu peux faire pour arriver à tirer quelque chose de ça et à dire ce que selon toi il en est à un moment donné. Donc, j'ai d'abord choisi la forme littéraire de l'essai. L'essai, c'est une forme très particulière qu'il faut comprendre. L'essai, c'est une forme littéraire dans laquelle on essaie de développer une thèse et en étant partial, c'est-à-dire en disant ce que l'on pense, ce que l'on croit découvrir. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu à la neutralité que suppose un travail universitaire ou que suppose un rapport, donc une thèse, un mémoire, etc., ou à la neutralité que suppose un rapport professionnel, d'expertise, etc. Donc, comme par ailleurs, j'ai passé une partie de ma vie à rédiger des rapports et des outils de cet ordre, j'étais en mesure de faire la différence. Donc, je me suis jeté à l'eau dans la forme littéraire. J'ai pris l'essai, donc j'assume. Mais en même temps, pour que mon essai soit un peu attractif pour les gens qui vont le lire, il faut quand même que j'essaie d'être crédible. Et être crédible, c'est pas simplement dire ce que je pense là à l'instant T, ça n'intéresse foutrement personne. Ce qui est intéressant, c'est de me dire, maintenant que tu prends cette décision, comment tu fais intellectuellement l'effort pour te mettre à distance de tes propres ressentis, de tes propres convictions que nous avons en tout instant, et pour essayer quand même de poser la question, et sur chacune des questions, essayer de répondre à charge et à décharge. Il se trouve que l'ancien élève des jésuites que je suis est très rompu à ce genre de truc. On n'a pas de problème à plaider un quart d'heure un point et un quart d'heure la position de l'adversaire. Ça ne veut pas dire qu'on est des faux culs, ça veut dire juste qu'on a compris que la vérité c'est comme une montagne, il y a plusieurs faces pour accéder au sommet. Et que l'essentiel c'est d'accéder au sommet, quelle que soit la face qu'on prend. Voilà, c'est simplement ça que ça veut dire. Donc, j'ai essayé de me poser la problématique du complot mondial. Donc, je vais vous dire ce que n'est pas mon livre. Mon livre n'est pas du tout un livre sur le complot, mon livre n'est pas un livre sur les sociétés secrètes, et mon livre n'est pas un livre sur la fin de cycle. C'est une réflexion sur l'impact que pourraient avoir ou avoir eu dans le temps les sociétés secrètes dans l'hypothèse où un complot de niveau mondial serait avéré. Je me suis retrouvé donc avec une série d'inconnus très compliqués à manipuler, surtout que je ne voulais pas dès le départ me dire ben, tu crois ça, donc ça c'était facile à poser, le livre il était bouclé en 2 mois. Il a mis 2 ans et demi. Et on y travaille intensément. Donc, de quoi parlons-nous quand nous parlons de complot mondial? J'ai un mal de chien à me faire comprendre de mes amis, j'ai même des amis dans la salle avec qui je me dispute couramment, heureusement c'est mes amis, donc on n'a pas de problème, ça ne nous empêche pas de manger, de boire ensemble. De quoi parlons-nous quand on parle de complot mondial? On parle bien d'un complot unifié, planétarisé, et qui par définition a réussi. Parce que s'il n'a pas réussi, c'est pas un complot, c'est une représentation de la suggestion d'un complot. Puisqu'il n'est pas terminé, on n'a pas le terme. Donc on ne sait pas. Après, si nous parlons des complots en général, alors là, je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui va être contre le fait que nous sommes entourés de complots. Il n'y a que ça. Et il n'y a que ça depuis le début de l'humanité. Le complot est consubstantiel à l'humanité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dès qu'on est 3 ou 4 à essayer d'avoir des parts de marché pour une entreprise, c'est une forme de complot. Quand on prend des délibérations dans une commune, c'est une forme de complot. Même si on baptise ça en mécanique démocratique, c'est quand même une forme dont on fait des pressions pour. Le lobbying, c'est un complot. Et après, nous arrivons aux complots très graves qui sont tout ce qu'on voit ou qu'on ressent autour de la pharmacie, autour de la marchandisation de la santé. Évidemment ces choses-là, personne ne va songer à nier qu'il y a des gens, des groupes qui s'activent pour essayer de prendre le pouvoir sur des médicaments, le pouvoir sur notre argent et le pouvoir peut-être à un moment donné sur nous-mêmes. C'est pas du tout de l'exclusion, c'est pas du tout exclu. Il n'empêche que c'est de l'ordre de l'hypothèse, parce qu'on n'est pas en mesure de démontrer que c'est vrai. Dans le même temps, et là je vais commencer à attirer votre attention, parce que vraiment, ça va demander un effort de réflexion. S'il est techniquement facile de démontrer que quelque chose existe, il est techniquement impossible de démontrer que quelque chose n'existe pas. Je vous défie de me démontrer que quelque chose n'existe pas. Il ne suffit pas de me dire ceci n'existe pas, parce que moi je peux toujours vous dire ça n'existe pas ici, mais vous ne savez pas si ça existe ailleurs.
Il y a un philosophe qui s'appelle Bertrand Russell qui a très bien expliqué ça, ça s'appelle le théorème de la théière de Russell, où il dit, moi je fais le pari qu'il y a une théière qui tourne en orbite autour de la Terre, démontrez-moi que c'est pas vrai. Si vous ne pouvez pas me le démontrer, c'est donc qu'il y a une théière qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est la technique du raisonnement complotiste. Alors on est bardé pour y faire face. Enfin, on est bardé quand on sait conduire ce type de raisonnement. C'est-à-dire, vous affirmez quelque chose, aucun problème, prouvez-moi-le. Vous ne pouvez pas me le prouver, moi je ne vous dis pas que c'est pas vrai. Je vous dis simplement que vous êtes en train de me parler d'une hypothèse et non pas d'une certitude. Donc il faut modifier, on va parler au conditionnel, et au conditionnel, on a le droit de tout dire au conditionnel. Parce que zut, on a quand même le droit d'exprimer sa pensée et ce qu'on ressent. Mais si on tente si on tente moi de me faire passer quelque chose pour une vérité avérée, dans l'avéré, il y avait le veritas, il faut que la démonstration soit faite. Attention, nous sommes dans le plan matériel, dans le plan des êtres physiques. Là. On n'est pas dans d'autres plans. Donc, bien entendu, en aucun cas, je ne dis l'existence. Mais nous parlons là dans le monde du manifesté, dans le monde de l'univers atomique, dans le monde des 4,9% composés d'atomes qui composent l'ensemble de l'univers, les 23 autres pourcents étant dans la matière noire, les 72 autres pourcents dans l'énergie sombre, dont on ne sait strictement rien, à moins qu'on soit docteur en physique quantique, et même entre eux, ils sont encore dans la recherche. Donc on ne va pas se mêler de leur histoire. Voilà. Donc dans le monde de tous les jours, évidemment qu'on a le droit parfaitement de ressentir des choses, d'autant plus qu'on a une telle pression actuellement, c'est insupportable. On a l'impression que l'univers monte en information dans tous les sens, dans le bon et dans la mauvaise information, et qu'on est profondément perturbé. On est profondément perturbé, tous individuellement et collectivement. Quand on a la chance de vivre dans la campagne, on n'est pas trop, on peut se relaxer, mais des gens qui vivent dans des grandes villes, etc., ont beaucoup plus de pression sur nous sur eux que nous. Hein. Il ne faut pas se tromper, puis c'est vraiment un problème. Alors, je me suis mis à distance de ce que je ressentais, et c'est de ce complot-là dont je parle, du complot mondial. Je ne parle pas d'autre chose que ça. Hein. Je ne suis pas en train de parler, moi je n'ai pas les informations pour vous parler du complot de tel groupe pharmaceutique sur tel vaccin, etc. Mais dans mon temps à moi, je suppose bien qu'il y a des choses pas très claires qui se passent en ce moment. Je ne suis pas naïf, hein. Je le sais bien comme tout le monde. Donc soyons paisibles là-dessus. Donc voilà un point sur lequel au moins on ne se fâche pas. Donc j'essaye de me mettre à distance de cette notion de complot mondial en me disant, essayons de relever autant qu'on a pu pouvoir des preuves, enfin, en tout cas des faits, qui plaident sérieusement pour l'hypothèse d'un complot mondial. Et je me suis livré à ça, et j'en ai fait quelques tartines, quelques pages dans le bouquin. Il y a effectivement des éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a des choses qui se trament à l'échelle mondiale et qui à bon moment, peuvent faire penser à des gens que c'est un complot mondial. Sauf que quand on en est à penser que c'est un complot mondial, il faut aussi ne pas penser que vers l'extérieur, mais penser vers l'intérieur de soi-même et se demander pourquoi il nous arrive d'avoir une pente naturelle qui, plutôt que de pencher vers l'optimisme, va pencher vers une forme de pessimisme. Ça, c'est une vraie bonne question qu'il faut se poser. Et il ne suffit pas d'affirmer en permanence « moi, je crois que c'est mon avis et je le partage », bien entendu que tout le monde a le droit de croire à la liberté d'opinion. Ben, heureusement, c'est le minimum des choses. Mais il n'est pas non plus interdit de se poser des questions sur la façon dont on pense. Parce que, comme disait le Bouddha, qui parmi vous, levez le doigt, celui parmi vous qui peut me dire où se trouve le penseur derrière la pensée. Où se trouve le penseur derrière la pensée? Qui pense en nous? Qui pense en nous? C'est une belle réflexion, hein? Bon, je n'ai pas la réponse. Mais à partir du moment où cette réflexion, on se dit quand même, c'est troublant, il faudrait peut-être commencer par penser notre façon de penser. Voilà. Après, chacun trouvera son résultat. Certains repartiront dans leur pente naturelle parce qu'ils n'ont pas envie d'en savoir plus. Ceux qui vont peut-être travailler contre leur pente naturelle, c'est-à-dire qu'ils vont se gêner, c'est-à-dire qu'ils vont entamer de la déconstruction intérieure, c'est pas facile, c'est pas agréable, mais ils vont se rendre compte que on acquiert de la liberté. Et la liberté, ça se gagne. La liberté de penser, c'est pas un don, c'est pas quelque chose qu'on nous octroie, c'est quelque chose que l'on prend, la liberté de penser. Voilà. Et qui se gagne par le travail, par une réflexion. Donc, j'ai essayé de plaider
à charge, vraiment, de bonne foi, je le dis souvent dans le bouquin, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait laisser penser qu'il y avait un complot mondial. Et puis j'en suis resté là. Parce que, arrivé à un moment donné, il y avait tellement de choses qui s'accumulaient que je voyais évidemment des éléments récurrents qui remontaient, et ces éléments récurrents me renvoyaient vers quoi? Ben, tiens, devinez, vers le deuxième point de mon triangle, c'est-à-dire, qui est la cause de tout ça? La cause de tout ça, c'est l'occulte, c'est ce qui nous est caché, c'est ce qui nous veut du mal, etc. Donc, ce qui nous veut du mal, qui est caché, qui est occulte, ce sont les sociétés structurées qu'on appelle les sociétés secrètes. Alors, ces sociétés secrètes, elles ont des formes multiples. On en a à peine parlé hier matin, puis je ne vais pas vous en parler plus ce soir, mais je veux dire qu'il y a celles que vous connaissez, mais rassurez-vous, ce ne sont pas celles qui sont les plus inquiétantes. Il y a ensuite celles que l'on fantasme. Parce que si l'un d'entre vous est capable de nous produire des preuves précises sur la malfaisance de la Confédération trilatérale ou du groupe de Bilderberger, il faut qu'il me le dise tout de suite. Ce qu'on va me produire en général, ce sont des choses qu'on a lues sur Internet, qu'on a entendues, etc. Voilà, qui sont peut-être vraies, mais il doit y avoir des preuves. Si vous fonctionnez comme un journaliste, il apporte des preuves. Il y a des journaux qui sont haïs en France actuellement, tels que Mediapart, mais je m'excuse, les gens de Mediapart, on les aime ou on les aime pas, ou du Canard enchaîné, mais ils vérifient leurs sources et ils les amènent, et c'est imparable. Et c'est imparable, et c'est inattaquable. Après, on aime ou on n'aime pas. On est dans le délit d'opinion, c'est tout à fait autre chose. Mais dans le factuel, dans le problème du fait, on doit amener des preuves. Sinon, on n'est pas sérieux. Alors, on est dans le domaine des hypothèses, et là, on a le droit de tout dire, il n'y a aucun problème. Parce que la liberté d'expression existe. Vous voyez, voilà, c'est pas une leçon que je vous fais, c'est pour vous expliquer où sont passées mes lignes de démarcation dans ma façon de procéder intellectuellement. Donc, je tombe sur les sociétés secrètes, et évidemment, qu'est-ce que je suis obligé de faire en arrivant sur une société secrète? Premier, je me prends les pieds dans le tapis, bon, sauf qu'il y a 50 ans que je les étudie, donc je ne sais toujours pas plus qu'au début, mais je veux dire que j'avais un peu, j'avais balisé quelque chose de trappe, etc. Donc je me suis appuyé à cet endroit-là sur un travail que j'avais fait il y a très longtemps déjà. J'avais écrit un livre qui s'appelait Sectes et sociétés secrètes, le tout nouveau chemin vers la lumière, et qui était sorti en 1998. J'avais pris un coup de sang, j'étais encore jeune à l'époque, j'avais pris de colère quand j'ai vu sortir le premier rapport parlementaire sur les sectes, en 1995, qui est une offense à l'intelligence, un monument d'intolérance et vraiment quelque chose d'absolument abominable, quoi, dans la façon dont ça a été mené. Depuis, ça a été dit largement par des autorités beaucoup plus importantes que moi, donc j'ai plus de soucis là-dessus, j'ai pas à m'en défendre. Mais à l'époque, j'avais écrit ce texte, ce petit travail de 170 pages, d'une manière presque pamphlétaire, dans laquelle je pointais des hallucinations, des choses aberrantes dans les procédures qui avaient été mises en place, des erreurs de procédure dans les enquêtes, des experts qui n'étaient pas du tout qualifiés, des référents qui étaient pris alors qu'ils étaient évidemment partie prenante et qui, tout en étant partie prenante, je pense à l'Église catholique, étaient les premiers à monter vent debout contre le rapport en disant mais qu'est-ce que c'est que cette chasse aux sorcières? Parce que si aujourd'hui on s'en prend à l'Église de la Scientologie, demain on va s'en prendre à nous. Il faut y aller sur la pointe des pieds là-dessus. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et c'est là qu'effectivement, il y a beaucoup travaillé sur les sectes, m'étant même amusé à les pénétrer, à voir de l'intérieur comment ça marchait, etc. Je suis arrivé à très clairement comprendre pourquoi, depuis la nuit des temps, les historiens et les sociologues ne faisaient pas de distinguo entre les sociétés secrètes et les sectes. Ah, vous savez, le christianisme, comme il a été persécuté au tout début, le paléochristianisme, ça a été une secte, ils ont été obligés de se cacher, ils avaient des mots de reconnaissance, ils avaient des signes de reconnaissance, tout le monde connaît le double poisson, tout le monde connaît le symbole du cyprès, etc. Et puis c'est le jour où le christianisme, après la réforme du concile de Nicée, de Constantin, etc., est devenu religion d'État, qu'à ce moment-là, étant une religion d'État, elle est devenue religion de pouvoir, du coup, elle ne s'est plus cachée, mais du coup, de la sphère spirituelle, elle est passée à la bascule temporelle. Bon, mais nous n'allons pas faire le poursuite du christianisme, qui est très compliqué lui aussi, et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le christianisme reste encore une des grandes voies de lumière pour qui sait l'apprendre par le mot. Donc, ceci pour vous dire que je me suis heurté à la notion de secte.
j'ai compris qu'une secte, ça n'existait pas, ou plus exactement, que ça n'existait que quand une structure humaine, quelle qu'elle soit, avait dérapé. C'est à ce moment-là qu'on dit c'est une secte. Et bien sûr, on le dit à bon droit, puisqu'ils ont fait de la dérive sectaire. Ils ont glissé. Ils ont déliré, au sens latin du terme, sortir du sillon. Délirer, c'est sortir du sillon. C'est la charrue qui saute et qui fait le saut. Quand une société, quelle que soit. Et des dérives sectaires, ça peut être un syndicat, ça peut être un parti politique, ça peut être une association de l'environnement, ça peut être un groupement lobbying professionnel, ça peut être n'importe quoi qui fait de la dérive sectaire. Ça peut être une église, bien entendu, enfin, l'église ou une religion quelconque. Donc, j'ai compressé mon propos et j'ai dit, à partir de maintenant, je n'emploierai plus que le terme société secrète, qui est un terme beaucoup plus connu. Après, on est arrivé au problème de définition, je ne vais pas y revenir, je vous ai présenté très rapidement les définitions hier matin, très rapidement, il y en a 450 pages, donc vous aurez le temps de vous amuser dessus. Mais je veux dire par là que c'est pour vous faire comprendre le propos. Moi, je suis soucieux de justifier ma démarche, parce que je sais que le livre ne sera pas forcément compris par tout le monde. C'est un livre qui sera clivant, réellement clivant. Peut-être pas autant que l'a été le Matin des magiciens pour d'autres raisons, d'abord parce que la diffusion ne sera pas la même, mais vraiment, il sera clivant. Il peut être très mal interprété. Donc, à cause de ça, arrivant au moment des sectes et des sociétés secrètes, surtout des sociétés secrètes, je me suis livré, là aussi, à un inventaire, non pas exhaustif, personne n'est en mesure de le faire, impossible de le faire, mais un gros balisage très sérieux, avec des balises référentielles solides. J'ai un appareil de référence de 355 notes infrapaginales, donnant les références des mots, des structures, des personnes, etc., de façon à ce que personne ne puisse attaquer sur le fond. Après, je ne dis pas qu'il puisse y avoir des erreurs ou des confusions, notamment dans certaines analyses de comparatifs de certaines structures. Ça, c'est pas fondamentalement grave, parce que c'est pas de l'ordre de la mauvaise foi, c'est de l'ordre de l'erreur de travail que l'on commet toujours dans la recherche, quel que soit le type de recherche que l'on fait. Il faut savoir toujours que la démarche scientifique, c'est toujours une réduction d'incertitude pour un temps donné. C'est-à-dire que la recherche, la démarche scientifique, c'est une démarche qui a vocation à être contredite. D'où le théorème de la réfutation de Popper, etc. C'est comme ça qu'on travaille. Si quelque chose n'est pas réfutable, c'est quelque chose qui n'est pas traité scientifiquement. Voilà, le problème il est clair. Donc j'ai essayé d'avoir cette démarche-là. Deuxièmement, donc j'ai balisé un nombre innombrable de sociétés, beaucoup de celles dont nous a parlé Jean-Yves ce matin. Vous les verrez un peu en détail, vous verrez les Philadelphes de Narbonne, vous verrez les comparatifs très sommaires entre le rite écossais rectifié de la maçonnerie et le rite écossais ancien et accepté, mais il y en a 5 lignes. Mais pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la maçonnerie déiste et qu'est-ce que c'est que la maçonnerie théiste. Voilà, c'est pas la peine d'emmerder les gens avec des mots compliqués si on ne les leur définit pas. Donc c'est ce souci qui m'a minimé tout le temps. Jamais faire d'ésotérisme gratuit, c'est-à-dire de faire le savant, et puis les gens ils sont obligés d'avoir le dictionnaire pour lire à côté. Ça n'a pas d'intérêt, c'est contre-productif complètement. Donc j'ai balisé. Et je me suis aperçu de quoi? Les constatations, c'est qu'en fait, la vie de ces sociétés-là n'est pas une vie éternelle. C'est une vie qui peut être reproductive, sous forme de cycle. Mais en fait, ce qui caractérise les sociétés secrètes, c'est ce qui caractérise toutes les sociétés d'hommes, c'est leur capacité à naître, à vivre, à se développer et à mourir, ou en tout cas à changer de peau. Encore l'histoire du cycle du serpent qui mue, vous voyez. C'est ainsi que toute l'histoire des grandes... Alors, on a beaucoup parlé de maçonnerie, mais si on parle de notre grand courant philosophique, qui est la Rose-Croix, par exemple, qui elle, est à peu près, est arrivée à peu près une 60aine d'années après la réforme de Luther, grosso modo, et qui est porteuse de contre-valeurs vaticanistes, comme tu l'as dit ce matin, etc., infiniment plus que la maçonnerie, bien sûr, on va s'apercevoir que ce grand courant philosophique de la Rose-Croix, lui-même, il s'est coupé, fractionné, essaimé, redivisé, avec des luttes absolument incroyables d'ego entre les grands maîtres, les grands chefs, les grands hiérophantes, les grands sachants, etc., etc. Je veux avoir une couronne plus grande que la tienne, mon manteau il est plus large que le tien, etc. C'est puéril, complètement puéril. Quand on a
Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas le fond, ça c'est la lettre. Parce que le fond de ces grands courants sont absolument extraordinaires. Le fond de la Rose-Croix et le fond de la maçonnerie, ce sont des fonds fantastiques. On pourrait paraphraser quelqu'un en disant la maçonnerie c'est vachement bien, c'est dommage qu'il y ait des francs-maçons. La Rose-Croix c'est exactement pareil, quoi. Mais quelque part le christianisme c'est pareil. Hein. Donc voilà, à d'autres niveaux. Donc pourquoi? Parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes. C'est pas autre chose que ça. Il n'y a pas les meilleurs et les moins bons et les mauvais et les plus mauvais. Il y a simplement que nous sommes tous égaux dans les imperfections et que la première des choses pour avancer, c'est d'accepter les imperfections de l'autre avant de les critiquer et de croire que chez nous, elles ne sont que perfections. Hein, voilà. Mais là, je commence à prendre un ton de pasteur presbytérien, donc ça ne va pas la faire. Troisième niveau, les sociétés secrètes, donc, je m'aperçois à la fin que les sociétés secrètes sont faillibles, mais d'une fragilité incroyable. Incroyable, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est fragile. Ce sont des géants au pied d'argile. Elles s'effondrent. On voit, quand vous étudiez par exemple la Rose-Croix de Toulouse, puisque Toulouse est l'une des grandes villes de la Rose-Croix en France, comme Lyon est une des grandes villes de la maçonnerie, et il nous a parlé du congrès de 1778, etc., qui a précédé Wilhelmsbad, etc., comme Paris est une ville de l'occultisme, essentiellement. Hein, voilà. On s'aperçoit quand on regarde au plus près que ce sont effondrement, reconstruction, effondrement, reconstruction, effondrement, reconstruction. On a parlé de la société angélique, on a parlé de devenue société du brouillard, voilà. Alors après, soit ces sociétés disparaissent, soit elles changent de peau. Mais dans tous les cas de figure, il y a changement de peau, changement quelquefois de statut, presque changement d'objet, changement de responsable, etc., etc. Bon, c'était mon deuxième volet. Le troisième volet, il était facile. C'était le volet de la fin de cycle. Celui-là, il était facile parce que tout le monde avait fait le boulot avant moi. Donc, la fin de cycle, évidemment, on en parle depuis très longtemps. On en parle dans l'ésotérisme oriental, on en parle dans l'ésotérisme occidental. Donc, commençons par l'occidental, évidemment, on en parle beaucoup chez les Celtes, on en parle beaucoup dans l'ésotérisme du Nord, on en parle beaucoup en Orient, et puis la liaison que j'ai citée hier entre l'Orient et l'Occident, c'est René Guénon, qui évidemment a admirablement décrit les notions de cycle avec la succession de l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer, le Kali-Yuga. Au passage, pour vous montrer à quel point le symbolisme est partout, vous connaissez tous, je suppose, la croix toulousaine, la croix du Languedoc. Vous la voyez, la croix cléchée, avec ces trois boules, chacune des branches. Et bien, ça, c'est la représentation du Manvantara indien. C'est le grand cycle. C'est-à-dire que vous avez 4 pans de la croix qui vous présentent les 4 ères, l'ère d'or, l'ère d'argent, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Et sur chacun, vous avez 3 ères. L'ensemble des 3 ères, on fait 3 x 4, 12. Jusque-là, ça suit, tout le monde suit au niveau calcul. 3 x 4, 12. 3 x 4, 12, ça va nous donner les 12 ères du zodiaque réparties sur 4 âges du Manvantara, du grand cycle karmique indien, et ça va vous donner en même temps ramener à nous les 12 mois de l'année sur les 4 saisons. Et là, tout est dit avec notre croix de Toulouse, notre croix du Languedoc. Probablement que les gens qui l'ont décidé n'avaient pas compris, l'ont fait par hasard. Voilà. Donc, le grand cycle, la notion de cycle, tout le monde la comprend très bien, c'est l'histoire de l'éternel retour, donc l'éternel retour qui va nous renvoyer à la parole perdue, qui va nous renvoyer à la tradition primordiale, et finalement, c'est ni plus ni moins que le cycle de l'espoir, sous-entendu, nous passons, mais tout demeure différent, et tout change pour que rien ne change. Hein, c'est toujours la même chose qu'on raconte. Voilà. Donc, au final, ce livre, quelles sont les conclusions? Ce ne sont pas des conclusions qui sont fracassantes. Mais j'ai été content de les écrire, de les porter par écrit, parce qu'il est un peu à contre-courant, même beaucoup de tout ce qui se dit actuellement. Tout ce qui se dit actuellement, c'est quoi? Moi, je vais vous raconter une parabole très, très, très rapide. Une petite histoire. Voilà. Depuis le début de l'humanité, tous les pays du monde sont embarqués dans une espèce de train qui roule sur un rail. Ce train, on ne sait pas d'où il est parti, mais on sait qu'il va droit dans un mur. Ce train accélère sans cesse depuis le début de l'humanité. Chacun des peuples de la Terre est dans un wagon, et depuis le début de l'humanité,
chaque peuple dans son wagon s'imagine qu'il est seul à bord, en tout cas, il a la possibilité d'influer sur la marche du train. Donc c'est groupement de pression, groupement d'influence, élimination des adversaires, tous les coups sont permis. Pendant ce temps, le train file et il accélère. Il y a une question qui est posée depuis le début que le train est parti. Cette question a deux branches. Y a-t-il un conducteur fou qui fait accélérer le train, ou n'y a-t-il pas de conducteur du tout dans le train? Eh bien, faites l'enquête autour de vous lors d'un repas d'amis, etc. Vous le faites par écrit caché, que chacun réponde. Vous allez avoir le support, vous vous rendre compte que 80 à 90% des gens vont choisir l'option du conducteur fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça nous renvoie à l'horreur de l'incertitude que nous avons. L'être humain est un être qui ne veut pas d'incertitude. Et il dit aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout a été fait pour répondre à cette horreur de l'incertitude, en nous faisant croire qu'il y a des réponses à tout, alors qu'il y a beaucoup plus de questions qui restent sans réponse que de questions avec réponse. À cet endroit arrive quelque chose qui a été extrêmement bien défini, très exactement dans les années qui ont suivi la parution du Matin des magiciens, par un groupe de personnages qui s'appelle le groupe des 10, dans lesquels je vais vous citer quelques noms justement, juste au passage, et j'entends déjà les réactions de certains d'entre vous dans leur esprit, dans leur tête. Je vais vous en citer que quelques-uns. Je vais vous citer Edgar Morin, le professeur Henri Laporite, décédé maintenant, qui tous les deux ont été les concepteurs de la pensée complexe, Michel Rocard, qui n'était pas du tout Premier ministre, Jacques Attali, ah oui, j'entends là. Attali, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est un Illuminati, un maître du monde, etc. Vous pouvez me dire, les gens qui ne sont pas d'accord, combien de bouquins d'Attali vous avez lus? Il en a écrit 45. J'en ai lu qu'un, mais il paraît qu'il l'avait compris. Oui, il en a écrit 45. Moi j'en ai eu 37 sur les 45. Donc voilà, je ne vais pas vous faire l'apologie de Jacques Attali, c'est juste pour vous inciter à aller vérifier vos sources. Parce qu'évidemment, je vais vous expliquer quelque chose. Vous prenez le livre de n'importe qui est un livre de type prospectif ou anticipation, dans lequel vous découpez un certain nombre de phrases, sans les maquiller, mais vous les sortez hors contexte. Hier, j'ai cité à une amie ici présente deux cas très particuliers. On accuse souvent Jacques Attali d'avoir dit qu'il fallait mettre Jérusalem comme capitale du gouvernement mondial. C'est parfaitement vrai, il l'a dit, il a même écrit. Seulement, je vous conseille d'aller revoir le livre parce que voilà ce qu'il écrit en gros. Il écrit le monde des religions, c'est le noyau de la guerre. Les religions créent la guerre. Pourquoi ne pas mettre Jérusalem comme capitale du monde d'un futur gouvernement mondial, puisque c'est le lieu où les trois religions du livre sont capables de s'entendre. Reconnaissez quand même que c'est un peu différent comme type de forme que de dire qu'il faut mettre Jérusalem comme gouvernement mondial. Malheureusement, Jacques Attali a un gros handicap, c'est qu'en plus d'être très très intelligent, il est juif. C'est très embêtant pour lui. Il a double peine. En plus, comme disait Samy Lévy Junior, il aurait pu être noir et borgne. Mais bon, voilà. Il n'est pas. Et il ne m'a pas payé, je vous le dis tout de suite. Mais je déteste qu'on s'en prenne aux gens sans avoir des raisons précises, vraiment précises. Après, il y a d'autres choses. Peut-être que les accusations, par contre, Jacques Attali, mais les fameuses accusations d'eugénisme, réduire la population du monde. Mais attendez, réduire la population du monde, on en parle depuis pratiquement le XVIIIe siècle. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus qui n'étaient pas des eugénistes. Vous avez les Georgia Guidestone aux États-Unis, dans l'État de Georgia, qu'on appelle le Stonehenge américain, j'en parle dans mon bouquin, où il est écrit un certain nombre de règles dessus, parmi lesquelles ramener à 500 millions de personnes la population mondiale. Alors il y a deux lectures enfin. La lecture est très con, très très con et très conspirationniste. Oui, ils veulent exécuter les 5 dixièmes de la Terre. Non. Il y a une autre lecture. Attali et quelques autres, Edgar Morin, ne cesse d'en parler lui aussi, c'est pas un eugéniste, il va faire 100 ans, ils disent qu'il y a longtemps qu'il aurait fallu attaquer par l'éducation, donner l'accès aux filles dans les pays sous-développés
très vite à l'éducation, arrêter de tourner autour du pot, faire en sorte, être encore obligé de parler de féminisme à notre époque, là on est vraiment dans le délire, quoi, je veux dire. C'est quelque chose qu'on devrait avoir derrière nous depuis très longtemps, quoi. Ça paraît tellement con, enfin, je veux dire, on n'arrive pas à le comprendre, quoi. Qu'on en soit encore à discuter de ça, de l'égalité de salaire ou de l'égalité de compétences, etc. Pourtant ça c'est le commencement de l'eugénisme. C'est qu'une certaine façon, rendez les gens cons, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de les exécuter, ils vont s'exécuter en toi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il faut faire très attention à cette affaire de la réduction. Kissinger en parlait, un certain nombre de gens en ont parlé. Nous ne voyons pas forcément le côté négatif des gens. On va zigouiller les 2 tiers de l'humanité. Et d'ailleurs, posons-nous la question. Dans ce qu'on appelle les pieds de confirmation ou les pieds de raisonnement cognitif, il y en a un qui est carabiné, il y en a 7, mais il y en a un qui est particulier qu'on appelle le pied de contradiction. Vous ne pouvez pas dire 2 choses contraires dans une même phrase. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire dans une même phrase que les gens qui possèdent la finance au niveau mondial, la totalité des biens et des outils de production, vont liquider les 9/10 des gens qui sont leurs clients. Ça ne tient pas debout 5 minutes. Rien que ça devrait faire réfléchir les gens, et il y a quand même des gens qui vont s'obstiner à croire le contraire. Donc, je suis milliardaire, multimilliardaire, je vis confortablement parce que je maîtrise les biens de production, etc. J'exploite les peuples, etc. On est parfaitement d'accord là-dessus, hein, pas de souci, là. Il n'y a pas de jugement noir, au contraire. Hein. Mais néanmoins, par souci d'humanisme, ou parce qu'il me gêne, je vais en zigouiller le 9/10. C'est pas cohérent. C'est juste pas cohérent. Voilà, c'est tout. Après, moi, je suis prêt à avoir le débat avec quelqu'un qui voudra l'avoir. Hein. C'est pas un problème. Bon, je n'ai pas la science infuse. Là, je suis dans la démonstration algorithmique d'un raisonnement intelligent. C'est pas que j'ai raison contre les gens qui ont tort. C'est que si vous avez plus raison que moi, démontrez-moi-le. C'est tout. À part des arguments, pas de la conviction. Parce que la conviction, la sincérité, la certitude, c'est génial. Ça n'a aucun rapport à la vérité. Donc, j'arrive à un moment donné où, vous voyez que vous commencez à pas être content. Je sens que certains d'entre vous ne sont pas contents. Il y en a qui sont en rond. Et alors, posez-vous la question, qu'est-ce que ça ébranle au fond de vous-même, sur le plan de vos certitudes? C'est pas moi qui vous ébranle. C'est simplement que cette volonté de vous pousser à réfléchir, pas vous, mais je veux dire de pousser le lecteur à réfléchir, je sais que je l'embête en faisant ça. Je sais qu'on l'embête en faisant ça. Et après tout, il pourra continuer à garder ses avis. Mais au moins qu'il fasse cet effort de ce cheminement, de se dire, et si je me trompais sur un certain nombre de choses? Sachant que tout ce que j'ai dit, on est d'accord sur les complots existent, il y a plein de groupes qui essaient de nous foutre le rappel dessus, il y a plein de gens qui nous saturent la tête, la 5G c'est probablement un très bon, c'est pas probablement un bon remède pour l'humanité, on est bien d'accord avec tout ça. Mais il ne suffit pas de dire il y a plein de faucons. Alors, la conclusion du bouquin est très simple. En quoi je suis arrivé Je suis arrivé à une chose d'une bêtise crasse. Je vous prie de m'excuser. J'ai 450 pages pour ne rien dire. Et vous seriez bien stupide de me les rejeter. J'en suis arrivé à la chose suivante. C'est que les fameux magiciens du crépuscule, que j'avais posé en titre, sans idée préconçue, en me disant, ces magiciens du crépuscule, moi je vais explorer qui ils sont. Je voudrais savoir qui ils sont. Mais je n'avais pas d'étiquette à mettre sur eux. Je ne savais pas qui ils étaient au départ. Je vous jure que je ne savais pas qui ils étaient. Sinon, je n'aurais pas mené ce raisonnement comme ça. Je me suis aperçu que les magiciens du crépuscule, ils sont là. C'est nous. Ben, tu vois, tu l'as dit. Hein. C'est nous les magiciens du crépuscule. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, nous sommes dans un crépuscule. Ça veut dire que nous sommes à la fin d'un cycle. Ce crépuscule ne veut pas dire que derrière la nuit, il n'y a pas quelque chose. Au contraire, si nous sommes vraiment à la fin d'un cycle dans le cadre du Manvantara, ça veut dire que nous sommes aussi au début d'un âge d'or. Nous ne sommes pas seulement à la fin du Kali Yuga, de l'âge de fer, nous sommes aussi au début du démarrage. Donc, il y a toutes les raisons d'avoir de l'espoir. Si nous sommes ces magiciens du crépuscule, ça veut dire que comme nous arrivons, le train arrive dans le mur, c'est une expression que j'emploie dans mon livre, il n'y a plus qu'une sortie avant la fin de l'autoroute. Il n'y en a plus qu'une. Mais cette sortie, elle va passer par une montée en conscience de chacun d'entre nous, mais à toute vitesse. Pas dans 10 ans,
là, tout de suite, immédiatement, dans les mois et les années qui arrivent. Il faut vraiment, les mois qui arrivent, il faut vraiment qu'il y ait une montée en fréquence. Donc c'est plus la peine de s'énerver en disant on nous en veut, les magiciens du crépuscule sont extérieurs à nous. Non. Parce que vous savez, quand des consommateurs s'arrêtent de consommer, la machine à fabriquer, elle s'arrête aussi. Donc si nous nous arrêtons de faire de la pollution interne, et de continuer à nous distraire au sens pascalien du terme, c'est-à-dire à utiliser la distraction, c'est-à-dire à dériver de là où nos alignements nous appellent, nous perdons du temps et nous ne montons pas en fréquence. C'est juste la découverte que j'ai faite. Je suis persuadé que 90% des gens qui sont dans cette salle l'ont déjà faite aussi. Moi, j'ai essayé de la formuler, de la mettre par écrit. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la fabrication de ce bouquin. Après, vous pouvez voir ce que vous en faites. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des questions oui? J'avais cette question dès le début, que vous avez commencé à parler. Et en fait, moi, je voulais juste dire, dès qu'on veut porter atteinte à ma liberté d'agir, d'être, à ma santé, parce que j'ai le droit de décider si je veux être poussée ou vaccinée ou pas. Parce que les nanoparticules contenues dans les vaccins vont nous emmener des petits programmes qui, sous l'influence de la 5G, vont nous emmener à devenir des petites marionnettes au service de ces 1% qui décident pour nous. Donc il y a un moment où il faut peut-être justement élever notre conscience, réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a peut-être une seule chose aussi, c'est s'unir, lâcher tout ce qui peut nous mettre à distance, comme le masque déjà. Le masque est déjà une distanciation sociale, une façon de nous garder en retrait par rapport à l'autre. Comme frères, nous sommes dans une fraternité qui est unité. Et si vraiment on peut arrêter le train. Il y aura sûrement des départs quand même, parce qu'il y a des problèmes géophysiques qui vont se manifester aussi. Il y a ceux qui accepteront d'être dans le mouvement, de peut-être, parce qu'il y a encore la peur, amener les personnes à faire des choix qui ne sont pas forcément les bonnes par rapport à leur santé, mais chacun est responsable de soi et doit agir pour le meilleur, tout en sachant que moi je ne décide pas d'être vaccinée, d'être poussée, et que garder ma liberté, c'est pas adhérer à toute la pression qu'on nous emmène en ce moment. Alors, non seulement je ne peux qu'adhérer à ce que vous dites, mais moi je ne suis pas allé aussi loin que vous dans le livre, puisque compte tenu que c'était quelque chose qui était pour tout le public, et non pas à une personne en particulier, je me suis absolument abstenu, et pour des questions aussi de compétences personnelles sur certains domaines, de prescrire des attitudes, parce qu'à ce moment-là, je deviens une espèce de directeur de conscience individuelle, c'est pas le genre de la maison. Donc l'idée c'était de faire émerger le phénomène, et ensuite, c'est totalement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est à chacun, en fonction de savoir où il est. On parle beaucoup d'alignement, mais le geste est assez juste à mon avis, c'est-à-dire comment vous faites votre propre alignement, c'est de savoir ce que vous devez faire, refuser, accepter, jusqu'à quel moment vous pouvez accepter sans mettre votre liberté en danger, ou votre vie bien sûr, mais c'est à chacun, c'est complètement du domaine de l'intime, alors on n'est pas du tout dans le domaine du collectif. Et alors ceci m'amène quand même à vous, votre réflexion me pousse à vous dire quelque chose que je n'ai pas dit, parce que dans le plan général, enfin, au moment de l'exposé, c'était pas trop le moment de le dire, puis vous avez vu, je suis parti plutôt dans l'improvisation spontanée plutôt que dans la lecture. Je suis arrivé à une conclusion très claire, qui est que non seulement il n'y a pas de grand complot au niveau planétaire, mais tout grand complot est absolument impossible. Alors, si vous avez quelques secondes, je vais vous expliquer pourquoi. C'est là aussi d'une évidence absolue, il suffit de se défaire d'un certain nombre de certitudes, mais c'est le travail le plus difficile à faire, c'est la déconstruction intérieure, dire
quand même, je ne suis pas un imbécile, arrêtez avec ça, je ne suis pas un imbécile, depuis des années, je vois tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, donc il a beau raconter tout ce qu'il veut, moi j'ai mes certitudes. Oui, sauf que vous oubliez quelque chose. D'abord, vous oubliez ce qu'on appelle, ou nous pourrions oublier, tous nous l'oublions, moi je l'ai oublié pendant des années, puis il m'arrive encore d'oublier. Nous oublions ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un effet fondamental du raisonnement, fondamental. Aucune logique n'est possible si on ne travaille pas d'abord le biais de confirmation. Ça consiste en quoi, le biais de confirmation? C'est très simple. Ça consiste à rechercher toujours les informations qui vont aller dans le sens qui est le vôtre au plus profond de vous. Ça consiste à chercher toujours les informations qui vont vous confirmer ce que vous pensez déjà. Alors, le vrai travail de déconstruction critique, quand on fait un peu de l'étude des sciences, de l'épistémologie ou autre, et qu'on essaie, c'est de se tenir à distance de ça et de se dire, ma pente personnelle, moi c'est ce que j'ai fait dans le bouquin. Ma pente personnelle m'amène à ça. Bien sûr que j'avais une pente personnelle très précise là-dessus. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on n'a pas des idées, des préjugés. On n'arrive pas à nos âges sans avoir un certain nombre de préjugés. Heureusement que la vie nous a appris des choses. C'est justement là-dessus qu'il faut travailler. Se dire, oui, mais tout ce que je sais, bien sûr, n'est pas nécessairement faux, mais et si j'allais lire, par exemple, prenons l'exemple de la presse, et si j'allais lire un peu la presse qui n'est pas de mon bord? Je suis de droite, je vais m'amuser à lire la presse de gauche. Si je sais lire normalement, et si je ne suis pas trop idiot et de bonne foi, je vais m'apercevoir que dans la presse de gauche, qui est par mon parti, il y a des choses pas inintéressantes. Je suis de gauche, je vais lire la presse de droite, je me rends compte qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Et alors, à ce moment-là, vous vous posez la sacrée question, on revient au problème de la fameuse tolérance dont on parlait hier. Mais la tolérance, à la limite, ce n'est pas le plus important. C'est la multiplicité des facettes de la vérité. La vérité n'est jamais une, elle est multiple. La pensée est complexe. Vous ne pouvez pas avoir une seule réponse pour une question. Vous avez forcément plusieurs réponses pour une question. Donc ce n'est pas la peine de s'emballer en s'accrochant à sa réponse. Elle est probablement partiellement juste et probablement partiellement fausse. Donc il faut continuer à réduire ce qu'on appelle le chapeau d'erreur, c'est-à-dire ramener autant que faire se peut, jusqu'à un moment donné, au fond de vous, vous puissiez vous dire, ouf, là je respire, c'est pas trop mal, j'ai l'impression que je suis proche de ce qui pourrait représenter pour un temps ma vérité. Voilà. Donc, pourquoi le complot mondial n'est pas possible? C'est élémentaire. C'est à cause d'un phénomène auquel nous sommes tous soumis, qui est une loi très importante qui nous affecte dès que nous sommes sur Terre, c'est très exactement la deuxième loi de la thermodynamique. Alors, très rapidement, pardon, je dis en termes très savants, c'est la dynamique de la chaleur. Tout mouvement, quel qu'il soit, dégage de la chaleur. Dégageant de la chaleur, il y a de la perte d'énergie. Cette perte d'énergie se mesure et s'appelle très exactement l'entropie. L'entropie, qui est un vieux mot grec, qui veut dire le chaos ou le désordre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un geste sans qu'il y ait une dissipation de l'énergie et que cette dissipation d'énergie se fasse d'une manière désordonnée. C'est la raison pour laquelle on appelle l'entropie dissipative. Elle dissipe de l'énergie. L'entropie dissipative a comme manifestation quotidienne, tous les jours, vous la voyez. Hier, lorsque je vous ai montré la tasse que j'ai fait tomber, que j'ai cassée, si j'ai pu vous parler de l'irréversibilité de la flèche du temps, le temps ne revient jamais en arrière, c'est aussi une illustration de l'entropie. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'énergie qui est partie, mais elle s'est dissipée, et elle s'est dissipée dans une forme chaotique. Dans cette forme chaotique, cette entropie, quand vous le ramenez à l'échelle d'une société, vous allez voir, en observant la société se mouvoir, ce qu'on appelle des phénomènes antagonistes, c'est-à-dire des phénomènes qui se contrarient entre eux, qui pourtant sont des phénomènes qui partent d'un bon sentiment, qui sont construits pour l'efficacité, et qui cependant, à un moment donné, vont se contredire parce qu'il y a une déperdition d'énergie qui va créer un chaos, lequel chaos va nécessiter
une thermodynamique supplémentaire qui elle-même va produire du chaos. Donc, toute construction humaine est appelée à naître, à vivre et à se détruire. N'en sortez pas. Vous avez tout compris du système. Sauf que l'entropie dissipative a des règles bien particulières. La deuxième règle, la deuxième loi de la thermodynamique, je ne vais pas vous l'expliquer au tableau, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Il faut juste en saisir le sens général. Ça veut dire que la dissipation d'énergie va se faire d'une manière quasiment infinie, mais que le travail qui doit venir derrière la nouvelle mise en œuvre de la thermodynamique va faire qu'on ne va jamais arrêter le processus, et qu'à un moment donné, le processus, je vais prendre une figure qui ne serait pas considérée juste par un physicien, mais qui va être parlante, c'est qu'au fur et à mesure que quelque chose grossit, à un moment donné, il atteint sa masse critique et il s'effondre sur lui-même. La société termine, elle va muter ou elle va changer et elle va partir dans un nouveau système. Alors vous le vérifiez au quotidien. Vérifiez-le dans la prise de, je l'ai dit tout à l'heure, décision dans un conseil communal. Vérifiez-le dans une famille quand il s'agit de prendre des décisions. Vérifiez-le dans le travail, au quotidien. Vous allez voir qu'à un moment donné, au local, au micro-local, comme au macro-local, on ne peut pas atteindre et dépasser une certaine masse critique. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de complot à l'échelle planétarisée. Ceci étant posé, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des effets de complot qui sont au niveau planétaire. Ne confondons pas. Moi, je suis dans le sens des mots, là. Vous prenez le problème du 11 septembre 2011. C'est un complot. 2001, excusez-moi. C'est un complot extrêmement localisé sur les deux malheureuses tours de New York, dont les conséquences ont été bien évidemment planétaires, et qui durent encore, et qui ont induit des quantités de choses, dans le cadre de la thermodynamique, de la répercussion des ondes, etc., de tout ça. Mais ce n'est pas un complot mondial, je suis désolé. C'est un complot complètement localisé sur deux tours. On peut le ramener à des mètres carrés, à des mètres cubes, et malheureusement à quelques milliers de vies aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on n'est pas dans le sentimental, on est dans le problème du phénomène. Donc, que les complots qui ont lieu aux quatre coins du monde, il y en a déjà 200 de plus depuis que nous avons commencé à parler, certainement, et des effets, puissent avoir des effets de type planétaire. Prenons un type qui appuie sur le bouton de la bombe et qui fait péter la moitié d'un pays, ben c'est juste une action et un complot éventuellement local qui va avoir des conséquences absolument colossales. Mais quand on parle de complot mondial, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre au début en disant, attendez, avant d'attaquer ce que je dis, éventuellement, avant d'argumenter contre, comprenez bien de quoi je parle, parce que si les gens me disent vous êtes contre le complot, je ne dis mais pas du tout, absolument pas. Le complot, malheureusement, on est tous par obligation obligés d'être un peu complotistes à un certain moment de notre vie. Tout ce que vous venez de dire sur la 5G, sur les vaccins, évidemment, on est tous là, on est sur l'œil, on regarde, on se dit c'est bon, c'est pas bon, il faut prendre, pas prendre, on ne sait pas ce qu'on doit faire, quoi. Plus ou moins. Mais un complot planétarisé. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pardon de revenir là-dessus, et excusez-moi par avance si ça énerve certains, mais Attalid explique très bien dans ses bouquins, dans notre bouquin, si un complot mondial existait, on pourrait imaginer que ce complot mondial, comme il aurait l'adhésion de la majeure partie des gens dans le monde, il se terminerait plutôt dans une forme de bonheur de l'humanité, et non pas dans une forme de malheur de l'humanité. Parce que si on est encore fantasmé de penser que 50 personnes, ou 200 familles, ou les 1,5% de possédants qui possèdent 82% des richesses du monde, je donne des chiffres, je ne suis pas idiot, je cite les rapports de Oxfam, etc. Donc il est argumenté le bouquin, hein. Vous verrez, il est vraiment argumenté. Il y a des rapports les plus récents actuellement dedans qui sont cités. Si ces gens-là, on imaginait qu'ils pouvaient piloter le monde, pardonnez-moi, ils l'auraient déjà fait. Hein. S'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est aussi bête que ça. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Il y a la règle, il y a les lois de la thermodynamique, mais il y a une deuxième loi derrière, qui est beaucoup plus importante. Et celle-là, elle est quand même extrêmement sécurisante. C'est que, moi j'appelle ça la loi des deux ascenseurs. Pendant qu'on a un ascenseur qui nous entraîne dans les abîmes,
On a d'autres ascenseurs en face qui nous élèvent vers le ciel. On a des quantités d'entreprises extraordinaires en France qui sont en train de, en France, dans le monde, de l'ingénierie de pointe, de très haut niveau, de l'écologie 0%, de la solidarité comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. À entendre, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de plus grand malheur dans le monde qu'à notre époque. Je suis désolé, regardez les chiffres, relisez les historiens, relisez les sociologues de l'histoire, ils vont vous dire que notre monde que nous ressentons comme étant extraordinairement malheureux, et Dieu sait s'il est, hein, les problèmes du Yémen, les problèmes partout, on ne va pas tous les citer, on est saturé. Pourquoi nous les ressentons? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que la communication n'a jamais été aussi importante que depuis qu'il y a la mondialisation. Nous communiquons en temps réel, donc notre psychisme n'est pas toujours en capacité de tout encaisser. La deuxième, elle est encore la plus extraordinaire, c'est que comme nous montons en compétence et en information et en conscience, ça nous devient de plus en plus intolérable. Et tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Mais il faut accélérer le mouvement. Voilà. Bravo.